Ce matin était calme, comme un autre jour où je me préparais à accueillir mes patients. En tant que médecin généraliste, ma routine consistait à recevoir des personnes avec des problèmes variés, des maux de tête aux douleurs musculaires. Mais ce jour-là, un homme allait franchir ma porte, et sa demande allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur mon travail. Jean, un homme dans la quarantaine, entra dans le cabinet avec une démarche un peu hésitante. Je l'avais vu quelques fois auparavant pour des bilans de santé réguliers. Ce n'était pas un patient particulièrement remarquable, mais il semblait nerveux aujourd'hui. Après quelques minutes d'échange formel sur sa santé générale, il commença à aborder un sujet plus intime. Son visage, normalement détendu, se ferma peu à peu, et il semblait chercher les mots. « Docteur, j'ai un problème qui affecte ma vie entière. Je ne sais plus quoi faire. » J'avais déjà vu des patients parler de problèmes sensibles, mais celui-ci semblait différent. Il parlait de son trouble avec une telle intensité, une urgence que je n'avais pas anticipée. « C'est une question d'érection, y ajouta-t-il, ses yeux cherchant à éviter mon regard. Loin d'être choqué, je restai calme et encourageai Jean à développer son propos. « Vous voyez, je suis marié, mais cela fait plusieurs mois que j'ai ce souci. J'ai essayé plusieurs traitements, mais rien ne semble fonctionner et poursuivit-il d'une voix basse. Il avait l'air fatigué, presque désespéré, comme si ce problème touchait bien plus que sa santé physique. Je lui posai des questions détaillées, explorant ses antécédents médicaux, son mode de vie, ses habitudes. Je voulais comprendre l'origine de son trouble, mais en même temps, je devais garder une distance professionnelle, ne pas me laisser entraîner dans l'émotion brute de sa situation. Les problèmes sexuels, aussi fréquents soient-ils, touchent souvent des aspects profonds de l'identité et de l'estime de soi. Au fur et à mesure de notre conversation, il me fit part de ses tentatives infructueuses avec des médicaments, des consultations chez des spécialistes. Tout cela semblait sans issue. Je l'écoutais attentivement, prenant des notes, tout en cherchant des pistes pour l'aider. Mais alors, soudainement, il me lança une demande qui allait bouleverser mes certitudes. « Docteur, vous pensez que vous pouvez tester si je suis guéri ?» Il sembla hésitant au début, mais il insista. « Je veux vraiment savoir si je peux reprendre une vie normale. Si vous ne le faites pas, je ne saurai plus vers qui me tourner. » Le silence qui suivit son intervention fut lourd, presque insupportable. Ce genre de demande était rare, presque inouï. Mon esprit tourbillonnait, cherchant comment répondre sans perdre de vue mes principes professionnels. Mais à cet instant, une part de moi se demanda, était-il juste à la recherche de réconfort, ou cherchait-il à éviter de confronter la véritable source de son mal-être? Je suis restée là, silencieuse, mes yeux fixés sur Jean, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Une multitude de pensées traversait mon esprit à une vitesse folle. Je n'avais jamais été confrontée à une situation pareille. Bien sûr, certains patients avaient exprimé des désirs de traitement plus intimes, mais une telle demande? C'était inédit. Comment réagir à ça? Jean, quant à lui, semblait attendre une réponse, ses yeux cherchant la validation que, pour lui, semblait être la seule issue. Je sais que c'est étrange, mais je pense que seul quelqu'un de professionnel pourrait réellement savoir si je suis guéri, et dit-il d'une voix plus basse, presque suppliante. Son regard était maintenant fixé sur mes mains, comme s'il avait peur d'être jugé. Je me passai une main dans les cheveux, l'esprit encore un peu embrouillé. Bien sûr, le médical était ma spécialité, et il était de ma responsabilité de comprendre les besoins de chaque patient. Mais l'issue de cette situation ne pouvait être trouvée dans une simple consultation de routine. Il y avait des limites, des frontières qu'il ne fallait pas franchir. Mais en même temps, l'homme devant moi semblait sincèrement perdu, comme s'il n'avait aucune autre échappatoire. Il n'était pas juste gêné par son problème, il semblait hanté par l'idée que sa vie pourrait être ruinée par cette incapacité. « Jean, dis-je finalement, ma voix douce mais ferme. Je comprends que vous soyez frustré et désespéré. Cependant, ce que vous me demandez n'est pas dans les limites de ce que je peux faire dans un cadre médical. Il est important de suivre des traitements prescrits et d'explorer les causes sous-jacentes de votre problème, mais tester votre guérison de cette manière n'est ni éthique, ni approprié. » Un silence s'installa, lourd, alors que ses yeux se baissèrent vers le sol, déçus. C'était comme s'il venait de recevoir une claque en pleine figure. Mais ce n'était pas ma faute. J'avais mes principes, mon éthique professionnelle. Ce n'était pas à moi de franchir cette ligne.
Pourtant, je pouvais voir à quel point il était désespéré. Mais, vous ne comprenez pas, et dit-il après un moment, la voix tremblante. Je ne sais plus quoi faire. Vous êtes la dernière personne à qui je m'adresse. Si vous ne pouvez pas m'aider, je ne sais vraiment plus où aller. Il paraissait si vulnérable, presque brisé. C'était difficile à accepter, cette impression qu'il n'y avait pas d'issue pour lui. Mais je savais qu'il n'était pas seul. Je lui avais déjà expliqué les différentes options disponibles, thérapie, médicaments, et même un suivi psychologique. Mais cela n'avait apparemment pas suffi. Je fis un pas en avant, cherchant à trouver une solution, une porte de sortie. Jean, je sais que c'est difficile, mais il faut que vous compreniez que votre guérison nécessite du temps et une approche globale. Cela prend du temps, et ça implique un engagement de votre part. Nous devons aborder votre santé sous tous ses aspects, et non juste une solution immédiate. Il me regarda intensément, comme si mes mots n'avaient pas d'impact, comme s'il attendait plus. Donc vous n'allez rien faire ? Je soupirai profondément, regrettant de ne pouvoir lui apporter plus de réconfort immédiat. Jean, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Mais il faut être prêt à suivre le processus. C'est ce que je peux vous offrir pour le moment. Il se leva brusquement, un mélange de frustration et de désespoir sur son visage. Je sentais qu'il était à un tournant, à un moment où il pourrait choisir de comprendre la réalité ou se fermer à l'idée que la guérison pouvait prendre du temps. Jean partit brusquement, presque en claquant la porte derrière lui. Je restai là, seul, les mains tremblantes et le cœur battant plus fort que d'habitude. Son visage, marqué par la déception, flottait encore devant mes yeux. Ce n'était pas la première fois qu'un patient me mettait dans une situation inconfortable, mais celle-ci avait quelque chose de différent. C'était comme si j'avais touché quelque chose de bien plus profond que ce que j'avais imaginé. Un véritable dilemme moral venait de naître, un poids que je n'avais pas prévu de porter ce jour-là. Je me laissai tomber dans ma chaise et fermai les yeux un instant. Respirer. Rester calme. La médecine, après tout, ce n'était pas seulement des symptômes à traiter. C'était aussi des vies à accompagner, des histoires à comprendre. Mais je n'avais pas signé pour ça. J'avais une éthique, des principes que j'avais juré de respecter. Alors pourquoi avais-je l'impression de me trahir ? L'angoisse de Jean ne m'avait pas laissée indifférente. Il m'avait regardée avec des yeux emplis de détresse, espérant que je puisse résoudre ce problème intime, d'un simple geste, d'une simple décision. Mais je savais que rien de ce que je pouvais faire ne réglerait son problème si profondément enraciné. C'était une quête de réparation de l'estime de soi, un besoin d'affirmation qu'il cherchait désespérément. Et moi, je n'avais rien à lui offrir de ce côté-là. La journée se poursuivit, mais mes pensées restaient accrochées à cette conversation. Au fond, je savais que j'avais agi selon ma conscience professionnelle, mais il y avait toujours ce sentiment qu'il me manquait quelque chose. Peut-être une approche plus humaine, moins distante. Mais cela aurait-il changé quoi que ce soit pour lui ? Je n'étais même pas sûre. Les patients viennent et partent, mais parfois, certains restent, figés dans un coin de votre esprit, vous forçant à repenser vos choix. Le soir arriva plus vite que prévu. J'étais dans mon bureau, prête à rentrer chez moi après cette journée si étrange, quand un message inattendu fit vibrer mon téléphone. C'était Jean. Il m'avait écrit pour me remercier. Pour avoir écouté. Mais surtout, pour m'annoncer qu'il avait pris une décision importante. Je vais suivre vos conseils, docteur. Je vais essayer de m'engager dans ce processus. Je vous tiendrai au courant de ma progression. Merci d'avoir été honnête. Je restai figé devant l'écran. Ce simple message apportait un soulagement que je n'aurais pas imaginé. Peut-être que mes paroles avaient eu un impact, après tout. Peut-être que, malgré tout, il avait compris qu'il devait chercher ailleurs que dans une solution immédiate. Mais le doute restait là, suspendu dans l'air comme un nuage lourd. Est-ce que j'avais pris la meilleure décision ? Est-ce que je l'avais réellement aidé ou simplement évité d'en faire plus, de peur de dépasser mes limites ? Le lendemain, je continuai mon travail, mais cette question me hanta tout au long de la journée. Jean avait pris une première étape vers la guérison, et pour la première fois, je me sentis fière de lui. Mais au fond de moi, je savais que tout ne se passait pas toujours comme prévu dans le monde de la médecine.
rien n'était jamais aussi simple. Quelques jours passèrent, et bien que la situation de Jean semblait s'améliorer grâce à sa décision de suivre mes conseils, un sentiment étrange persistait en moi. Une partie de moi était soulagée qu'il ait pris l'initiative de chercher une solution à long terme, mais l'autre partie me disait que quelque chose n'allait toujours pas. L'équilibre entre l'éthique professionnelle et l'humain était fragile, et je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. Un matin, alors que je m'apprêtais à consulter de nouveaux patients, le téléphone sonna. C'était Jean. Cette fois, sa voix n'était pas aussi calme qu'auparavant. Il semblait agité, nerveux. « Docteur, je crois que vous devez me revoir. » Sa voix tremblait, et un frisson parcourut mon dos. « J'ai fait quelque chose d'inattendu. Vous ne croyez pas ce qui s'est passé. » Il y avait une urgence dans sa voix, et je sentis que cette conversation allait prendre un tournant que je n'avais pas anticipé. Je lui demandai de venir immédiatement, et en attendant, mon esprit commença à courir dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il avait bien pu faire? Je n'avais pas l'impression d'avoir manqué quoi que ce soit de vital lors de notre dernière rencontre. Mais l'inquiétude de Jean ne semblait pas être un simple retour à une ancienne angoisse. C'était autre chose. Une erreur? Un retour en arrière? Il arriva quelques minutes plus tard, visiblement plus nerveux que jamais. Son regard fuyait, et il s'assit sans un mot, les mains crispées sur ses genoux. Je le laissai respirer un instant avant de l'interroger. « Jean, que s'est-il passé ?» Il prit une profonde inspiration, les yeux pleins de confusion. « Je suis allé dans un autre cabinet, docteur. J'ai décidé d'essayer un traitement alternatif. Je pensais que ça pourrait accélérer les choses, mais ça a été un échec. » Il marqua une pause, comme pour digérer ses propres paroles, avant de continuer d'une voix basse. « Je ne suis pas sûr que ça ait empiré ma situation ou si j'ai juste fait une grave erreur. » Il me raconta alors qu'il avait consulté un praticien alternatif, un spécialiste en médecine douce, espérant un remède miracle qui pourrait régler son problème. Il n'avait rien dit à sa femme, ni même à ses amis. Tout se faisait dans l'ombre, dans l'espoir de y guérir rapidement. Mais après avoir suivi ce traitement non conventionnel, les résultats étaient décevants, voire inquiétants. Jean semblait perdu, comme un homme qui avait cherché à tout prix une solution rapide sans comprendre les conséquences de ses actes. « Je pense que j'ai aggravé ma situation et ajouta-t-il, son ton sincèrement désespéré. Et maintenant, je ne sais pas comment gérer ça. Je suis encore plus perdu qu'avant. » Ses yeux étaient empreints de peur. Il avait mis en jeu sa santé, son bien-être, mais aussi sa confiance envers le processus médical que j'essayais de lui inculquer. Je restai calme et posai une main sur son épaule, cherchant à le rassurer. « Jean, je vous ai conseillé de suivre un traitement sous surveillance médicale, mais ce que vous avez fait là, ce n'était pas la bonne voie. Nous devons maintenant évaluer les dommages et voir comment procéder. » Le poids de ces mots m'affecta plus que je ne l'aurais imaginé. J'avais l'impression d'être en partie responsable de son échec, même si mes conseils avaient été suivis de manière sérieuse. Mais lui avait pris des raccourcis, cherchant des solutions rapides au lieu de suivre un processus sûr et encadré. Et maintenant, les conséquences de cette impulsivité le rattrapaient. « Nous devons voir un spécialiste et faire un suivi complet, » et lui dis-je fermement. « Il y a des traitements qui prennent du temps et qui sont efficaces si vous êtes prêt à les suivre. Mais nous devons y aller étape par étape. » Jean acquiesça, semblant épuisé, mais un léger soulagement traversa son regard. Il n'avait pas perdu espoir, mais il était clair qu'il avait pris conscience de l'importance de suivre un traitement médical supervisé. Je me promis, une fois encore, de lui donner les outils nécessaires pour traverser cette épreuve, mais aussi d'apprendre de cette situation. La médecine n'était pas une science exacte, et chaque patient portait avec lui ses propres attentes, parfois irréalistes. Le chemin vers la guérison n'était jamais aussi simple qu'on l'espérait. Après l'incident avec Jean, je n'arrivais toujours pas à effacer cette sensation de malaise qui persistait. La médecine, pour moi, était plus qu'une simple profession, c'était une vocation, un engagement envers l'humain. Mais plus je suivais certains cas, plus je réalisais que tout ne se passait pas toujours comme prévu. Et pourtant, je me devais de rester optimiste, de continuer à croire que, même dans les pires situations, il y avait toujours une chance de redresser les choses. Jean avait commencé son traitement sous surveillance stricte, mais je savais que ce ne serait pas facile. Ce genre de problème, quand il est négligé trop longtemps, n'est jamais simple à résoudre. Il fallait non seulement réparer les dommages physiques, mais aussi s'attaquer aux blessures plus profondes qu'il avait subies dans son estime de soi. Et cela, aucun médicament ne pouvait le guérir. Quelques semaines passèrent,
et chaque consultation avec Jean était comme une nouvelle étape dans un parcours difficile. Il venait de plus en plus détendu, plus confiant, même si ses progrès étaient lents. Nous avions mis en place un plan de traitement adapté, mais chaque victoire semblait accompagnée d'une nouvelle question. Un jour, après un contrôle de routine, je le trouvais plus calme que d'habitude. Il souriait, un peu, et sa voix semblait moins angoissée. « Docteur, je crois que ça commence à fonctionner. » Il me regarda avec une lueur d'espoir dans les yeux, comme s'il avait retrouvé une part de lui-même qu'il croyait perdue. Je souris en retour, soulagé qu'il ait finalement compris l'importance de la patience dans ce genre de traitement. Mais ce n'était pas encore la fin. Tout n'était pas réglé. Jean avait fait un grand pas en avant, mais il avait encore beaucoup à surmonter. Les séquelles émotionnelles de son échec, de ses choix passés, étaient toujours présentes. Je pouvais les lire dans ses yeux, dans la façon dont il se comportait avec sa femme et dans ses interactions avec les autres. Ce n'était pas juste une question de guérison physique. Il lui fallait également redonner du sens à sa vie, à sa relation, et à sa propre perception de lui-même. « Jean, » dis-je d'une voix calme, « je sais que ce n'est pas facile, mais vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas que la guérison n'est pas seulement un traitement, c'est un voyage. Vous devez vous donner du temps, et surtout, il est important de ne pas tomber dans le piège de la hâte. Vous êtes déjà plus fort que vous ne le croyez. » Jean hocha la tête, mais je voyais qu'il avait encore ses doutes. Il se leva pour partir, me remerciant à nouveau, et je le regardais quitter le cabinet avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Sa route vers la guérison serait longue, mais je croyais sincèrement qu'il finirait par y arriver. Lorsque je fermai la porte derrière lui, je me permis enfin de relâcher un peu de pression. La journée avait été longue, mais je savais que chaque patient que je voyais m'apprenait quelque chose de précieux. Chaque erreur, chaque hésitation, chaque petit progrès était un rappel que la médecine ne consistait pas simplement à traiter des symptômes, mais à écouter, comprendre, et surtout à guider ceux qui étaient prêts à faire un effort pour changer. Mais, malgré tout, un sentiment de vide persiste. J'avais fait ce que j'avais pu, mais une question restait. Avais-je vraiment fait tout ce qu'il fallait pour Jean ? Ai-je pris toutes les précautions nécessaires pour l'accompagner dans cette épreuve, sans qu'il ne se sente encore plus perdu dans son parcours de guérison ? Le doute m'envahit, mais je savais que, dans ce métier, il fallait apprendre à accepter que certaines questions restaient sans réponse. Parfois, il n'y avait que l'espoir, la confiance et la persévérance qui pouvaient faire la différence. Les semaines continuèrent à s'écouler, et bien que j'en fasse des progrès, une nouvelle dynamique s'était installée entre nous. Son traitement avançait lentement, mais sa santé semblait sur la bonne voie. Cependant, il y avait quelque chose de plus profond qui commençait à émerger, quelque chose que je n'avais pas anticipé. Jean, qui semblait plus détendu lors de nos dernières consultations, commença à poser des questions sur son passé. Il se questionnait sur les erreurs qu'il avait commises, sur les choix qu'il avait faits, et, surtout, sur ses relations, notamment avec sa femme. Un jour, alors qu'il venait pour un contrôle, il m'avoua qu'il avait commencé à envisager de parler de tout cela à sa femme. « Docteur, » dit-il, « je pense qu'il est temps de lui dire la vérité. Je ne peux plus vivre avec ce secret. Je lui ai menti pendant des années, et je vois maintenant que ma guérison ne pourra être complète que si je me libère de ce poids. » Il marqua une pause, son regard perdu dans le vide. « Mais je ne sais pas si elle pourra me pardonner. C'est une histoire de trop, et j'ai peur que ça détruise tout ce que nous avons construit. » Je le regardais silencieusement, réalisant que la question qu'il se posait n'était plus simplement médicale. Il s'agissait d'une question existentielle, une confrontation avec son propre passé. Son problème physique n'était qu'une partie de l'équation, une partie bien visible, mais tout autour de lui se construisait une toile d'incertitude, de doute et de non-dit. Et cela, en fin de compte, avait plus de poids que n'importe quel traitement. Jean, commençai-je doucement, et la vérité a un pouvoir énorme. Mais parfois, elle peut aussi faire mal. Si vous décidez de parler à votre femme, ce sera un tournant majeur dans votre relation. Il ne s'agit pas seulement de la vérité, mais de la manière dont elle sera reçue. Vous devez être prêt à affronter ses réactions, quelles qu'elles soient. La guérison ne viendra pas seulement du traitement, mais aussi de ce courage que vous devez avoir pour rétablir la confiance. Il me regarda, son regard plus ferme qu'auparavant. « Je sais, docteur. Mais je suis fatiguée de vivre avec cette culpabilité. Et je pense que si elle m'aime vraiment, elle comprendra. » La conversation m'avait laissée songeuse.
Jean avait franchi un pas important en reconnaissant que sa guérison physique n'était qu'une petite victoire par rapport à ce qu'il avait à résoudre à un niveau plus profond. La vérité, quelle qu'elle soit, devenait une nécessité, et il devait faire face à ses erreurs pour pouvoir avancer. Le lendemain, Jean m'envoya un message. Il avait décidé de parler à sa femme. Il me remerciait pour mon soutien, mais je savais que ce moment serait crucial, non seulement pour lui, mais aussi pour sa relation avec elle. Il ne me donnait aucun détail supplémentaire, et je savais qu'il préférait garder cela privé. Mais l'inquiétude ne me quittait pas. Comment allait-elle réagir? Accepterait-elle la vérité, ou bien son monde se briserait-il sous la pression de cette confession? Les jours suivants furent un tourbillon. Chaque jour, je me demandais si Jean reviendrait avec de bonnes nouvelles ou si le poids de ses actions allait finalement le rattraper. Je connaissais les hommes comme lui, ceux qui cherchaient à se libérer d'un fardeau sans vraiment comprendre les conséquences de leur révélation. Il finit par revenir, un peu plus détendu, mais son visage trahissait une fatigue nouvelle, une épreuve qu'il avait traversée. Il m'expliquait qu'il avait parlé à sa femme, que tout n'était pas facile, mais qu'il sentait qu'il avait fait le bon choix. Elle m'a dit que c'était dur, mais qu'elle ne m'abandonnerait pas. Elle veut qu'on se batte ensemble. C'est compliqué, mais je pense qu'on pourra y arriver. Je sentis un soulagement me traverser. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, avait été entendue. Mais je savais que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans leur relation. Le chemin vers la guérison serait encore long, mais ils avaient fait le premier pas ensemble. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut, de l'honnêteté, du courage, et un peu de chance pour traverser les épreuves du passé. La confession de Jean à sa femme n'avait pas été un soulagement total. Au contraire, elle avait ouvert une nouvelle ère de questionnement et de défis. Si Jean avait enfin levé le voile sur ses erreurs, il était désormais confronté à la tâche la plus difficile, réparer les blessures qu'il avait infligées non seulement à lui-même, mais à la personne qu'il aimait. Ce qui avait commencé comme un simple problème de santé physique s'était métamorphosé en un cheminement plus complexe, où la guérison de son corps devenait presque secondaire face à celle de son âme. Quelques jours après leur discussion, Jean revint me voir, les yeux marqués par l'anxiété. Il semblait fatigué, mais il avait l'air plus déterminé que jamais. « Docteur, j'ai besoin de comprendre, comment faire pour aller de l'avant. C'est comme si tout ce que j'avais construit depuis toutes ces années s'effondrait sous mes pieds. » Je pris un moment avant de répondre. « Jean, la route ne sera pas facile. Vous avez fait un grand pas en avant en disant la vérité, mais sachez que la reconstruction prend du temps. Ce n'est pas un problème de santé que vous pouvez guérir en quelques mois. C'est une question de confiance, de communication et de patience. » Jean hocha la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il avait du mal à accepter cette vérité. La guérison, pour lui, était un processus visible, mesurable, un cheminement qu'il pouvait suivre, un peu comme un traitement médical. Mais ce qu'il ignorait, c'était que la guérison émotionnelle ne suivait pas cette logique. Elle était imprévisible, et souvent douloureuse. J'ai parlé à ma femme, docteur. Elle veut qu'on essaie, mais elle m'a dit que c'était plus compliqué que ce que j'imaginais. Il va falloir qu'on se reconstruise, qu'on travaille ensemble. Et je me rends compte que ça ne va pas être facile. Sa voix tremblait légèrement, mais il continuait. Je pense que je dois tout reconstruire, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Je le regardais en silence, mes pensées partagées entre le soulagement de voir qu'il commençait à comprendre l'ampleur de son chemin et la réalité qui l'attendait. Jean, dis-je enfin, et la route sera longue. Ce que vous ressentez maintenant, ce poids sur vos épaules, c'est le début de votre travail intérieur. Vous devez accepter que le temps joue un rôle crucial dans la reconstruction de la confiance et de l'amour. Et parfois, le temps est votre meilleur allié. Les semaines suivantes furent rythmées par de petites avancées et de nouveaux défis. Jean suivait son traitement médical, mais ses consultations avec moi étaient devenues plus centrées sur son travail émotionnel. Il parlait de sa relation avec sa femme, de leurs hauts et de leurs bas. Il partageait ses peurs, ses doutes, et parfois même ses espoirs. Le processus de guérison de son corps semblait s'être stabilisé, mais c'était dans sa vie personnelle que les vraies batailles se jouaient. Un jour, Jean arriva avec un sourire timide, mais sincère.
Docteur, je crois que ça va. Ma femme et moi, on avance. Ce n'est pas parfait, mais on a décidé de nous donner une chance. C'est un début, mais ça suffit pour l'instant. Je le regardais, un sentiment de fierté m'envahissant. J'en avais pas seulement guéri de son problème physique, mais il avait pris les rênes de sa vie émotionnelle. Il avait compris qu'une vraie guérison ne se mesurait pas en termes de traitements médicaux ou de résultats immédiats, mais plutôt par la capacité à affronter les erreurs passées et à y faire face avec courage. Avant de partir, il se tourna vers moi. Je voulais vous remercier, docteur. Sans vous, je n'aurais jamais compris que guérir, ce n'est pas juste soigner un corps. C'est aussi réparer son cœur. Je souris. Jean, vous avez fait tout le travail. Je n'étais là que pour vous guider. Il s'éloigna, mais je savais qu'il avait désormais un nouveau regard sur sa vie. Le plus grand défi était devant lui, mais il n'était plus seul. Il avait la clé de sa propre guérison, et il l'avait trouvée dans la vérité, dans l'amour et dans la patience.